Tu sais, parfois, on croit tout savoir sur la personne qu'on aime. On se dit qu'après des années, on a percé chaque secret, chaque silence. On connaît ses gestes, ses regards, ses silences. On partage un lit, une maison, des souvenirs. On pense que rien ne pourrait nous surprendre. Et pourtant, il suffit d'un détail. Un message anodin. Une odeur inhabituelle. Un mot de trop, ou un mot qui manque. Et tout bascule. Ce n'est pas un cri, ni une dispute. C'est un déclic silencieux. Et quand il arrive, plus rien ne sera jamais comme avant. Cette histoire ne commence pas avec une trahison. Elle commence avec une intuition. Un frisson dans le dos. Une certitude qu'on refuse de voir, jusqu'au jour où on ne peut plus faire semblant. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici va te retourner le cœur. Et si la personne en qui tu avais le plus confiance, était celle qui te cachait le plus? Reste avec nous, car ce que tu vas entendre n'est pas juste une histoire de couple. C'est une histoire de mensonges bien emballés, de regards croisés, de décisions difficiles, et d'une vérité qu'on ne peut plus enterrer. Avant qu'on commence, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche, car ici, on ne raconte pas des histoires ordinaires. Ici, on vit chaque émotion. Et je te promets, ce qui t'attend, tu ne l'as jamais vu venir. Le ciel était d'un bleu tendre, presque irréel, ce vendredi matin. Le soleil se levait doucement sur la ville de San Sebastián, inondant les rues de lumière dorée. Assise dans son bureau au dernier étage d'un immeuble de verre, Élodie Marceau, 36 ans, contemplait l'horizon sans vraiment voir. Fondatrice d'une marque de cosmétiques biologiques à succès, elle menait une vie bien rangée, en apparence parfaite. Mariée depuis 8 ans à Julien Marceau, directeur marketing d'une grande agence de publicité, elle incarnait l'image de la femme accomplie. Mais ces derniers mois, Élodie avait appris à sourire sans joie et à rire sans plaisir. Julien rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions interminables. Les week-ends, il était souvent en déplacement. Au début, Élodie n'avait rien dit. Elle comprenait la pression, la course aux résultats. Mais peu à peu, les absences avaient cessé de ressembler à des obligations professionnelles. Elles s'étaient transformées en silence. Et les silences, eux, s'étaient transformés en doutes. Ce matin-là, elle ouvrit un tiroir de son bureau, en sortit un trousseau de clés usées et resta un instant immobile, les yeux posés sur le petit porte-clés en bois flotté. Dessus, on pouvait lire « Maison bleue à Puerto Azul ». La maison de plage familiale, où elle et Julien avaient passé leurs premiers étés amoureux. Où ils avaient rêvé d'avoir des enfants, de vieillir ensemble en bord de mer. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 2 ans. Sans prévenir personne, pas même Julien, elle décida d'y passer le week-end. Elle avait besoin de se retrouver. D'écouter les vagues, sentir le sel sur sa peau, et peut-être, retrouver quelque chose qu'elle avait perdu. Elle ferma son ordinateur, attrapa un petit sac de voyage et sortit du bureau sans se retourner. La route jusqu'à Puerto Azul fut étrangement calme. La radio diffusait de la musique douce, mais Élodie n'écoutait pas vraiment. Ses pensées tournaient en boucle. Le regard de Julien quand elle lui parlait, désormais absent. Son téléphone toujours verrouillé, posé face contre la table. Les chemises parfumées d'une odeur qui n'était pas la sienne. Il était presque 19 heures quand elle arriva devant la Maison Bleue. Elle coupa le moteur, resta un instant derrière le volant, le cœur battant. Tout semblait intact, le petit porche de bois, les volets turquoises, la glycine qui s'enroulait autour des colonnes. Elle inséra la clé dans la serrure, poussa la porte. L'air était tiède à l'intérieur. Un peu poussiéreux. Mais quelque chose clochait. Il y avait 2 verres de vin sur la table basse. Encore humide. Un foulard en soie rose traînait sur l'accoudoir du canapé. Ce n'était pas le sien. Sur le plan de travail de la cuisine, un plat à gratin encore tiède. Et une paire de sandales dorées au pied de l'escalier. Le cœur d'Élodie se mit à battre plus fort. Et puis, elle entendit des rires. Étouffés, mais reconnaissables. La voix de Julien. Et une autre voix, plus aiguë, féminine, douce. Elle recula, doucement, sans faire de bruit. Referma la porte. Remonta dans sa voiture, les mains tremblantes.
Le lendemain matin, dans son appartement du centre-ville, elle s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café noir. Elle n'avait presque pas dormi. Elle revoyait les sandales, les verres de vin, les voix. Elle savait. Elle n'avait plus besoin de preuves. Mais Élodie n'était pas du genre à faire des scènes. Non. Elle voulait comprendre. Et surtout, elle voulait que Julien et sa maîtresse comprennent ce que ça fait, de se sentir trahi. Doucement, avec méthode, elle se mit à chercher. Elle se connecta au vieux compte cloud de Julien, qu'il avait oublié de sécuriser il y a des années. Elle y trouva des emails synchronisés automatiquement. Beaucoup de messages professionnels, et puis, une série de mails, échangés avec une certaine Camille Béraud. Il parlait de retrouver l'odeur de la mer, de nos petits week-ends rien qu'à nous, de la Maison Bleue et du vin blanc. Camille. Mariée, selon une ancienne signature de mail. Son époux? Un certain Marc Béraud, architecte d'intérieur. Le cœur d'Élodie se serra. Ce nom lui disait quelque chose. Elle se souvenait vaguement de lui avoir été présentée lors d'un salon bien-être à Lyon. Elle chercha Marc sur les réseaux. Son profil professionnel s'ouvrit. Cabinet d'architecture à Bordeaux, spécialisé dans les résidences éco-responsables. Elle hésita, puis lui écrivit. Bonjour Marc. Je m'appelle Élodie Marceau. Je suis désolée de vous contacter ainsi, mais je pense qu'il est possible que votre épouse Camille entretienne une relation avec mon mari, Julien Marceau. J'ai des éléments concrets à vous transmettre si vous acceptez de me parler. Voici mon numéro. Merci. Elle envoya le message. Et attendit. 2 heures plus tard, son téléphone vibra. Bonjour, Élodie? Demanda une voix posée, mais tendue. Oui, bonjour. Merci de me rappeler. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Elle raconta tout. Les mets, les voix, les objets dans la maison. Marc ne disait presque rien. Puis, je vous crois. Camille m'a dit qu'elle partait ce week-end en retraite bien-être avec des collègues. Et moi, j'ai eu un doute. Depuis quelques mois, elle change. Elle me fuit. Un silence. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas crier. Je veux qu'ils comprennent, de leurs propres yeux, qu'on sait. Et qu'ils aient à affronter la vérité, sans pouvoir la fuir. Marc inspira profondément. Et si on allait les attendre, ensemble? Avant qu'ils débouchent leur vin blanc dans notre Maison Bleue? Élodie sourit tristement. Je crois qu'on se comprend très bien. Le samedi suivant, ils se retrouvèrent dans un petit café discret à mi-chemin. Marc était grand, cheveux châtains, un peu de barbe, regard intelligent mais fatigué. Ils ne se serrèrent pas la main. Ils s'assirent, comme 2 étrangers liés par la même douleur. Élodie lui montra les captures d'écran. Les messages. Les photos. Le plan du week-end. Marc serra les dents en voyant le nom Maison Bleue associé à des phrases comme « J'ai rêvé de toi toute la nuit » ou « Le goût de ton rouge à lèvres me hante encore ». Elle n'a jamais mis de rouge à lèvres avant, murmura-t-il, comme pour lui-même. Ils restèrent plus d'1 heure ensemble, parlant de leurs doutes passés, de toutes ces fois où ils avaient choisi de ne pas voir, de faire confiance. Je garde encore une clé de la maison, dit Élodie. Julien pense que je l'ai perdue. Camille pense que je suis à un salon à Lille. Je lui ai même laissé un message vocal ce matin pour entretenir l'illusion. Ils se regardèrent. Demain, 16h? Proposa Marc. 16h. Confirma TL. Le dimanche, à 15h45, la Maison Bleue était en silence. Élodie venait d'arriver. Marc l'attendait déjà, debout près de la véranda, les bras croisés. Prête? Demanda-t-il. Je ne suis pas sûre. Mais je suis décidée. Ils entrèrent, rangèrent rapidement la pièce, posèrent une bouteille de vin et 4 verres sur la table basse. Marc apporta une grande enveloppe avec les impressions des échanges entre Camille et Julien. Élodie ajouta 2 coussins sur les fauteuils face à la porte. Tout était prêt. Il était 15h59. Le vent s'était levé. 16h02, une voiture se gara dans l'allée. Julien sortit le premier, souriant, détendu. Camille le suivait, un sac de plage à la main. Il riait encore. Et puis, la porte s'ouvrit. Et tout bascula.
Julien entra, en parlant, sans regarder. Camille le suivait, un peu en retrait. Puis elle leva les yeux. Et se figea. Élodie, assise dans le canapé, la regardait droit dans les yeux. Marc se leva lentement, ses mains jointes. « Bienvenue à votre petit week-end de rêve », dit-il calmement. « On a pensé à vous, et à la vérité aussi. » Julien recula d'un pas. Camille lâcha son sac, bouche ouverte. « Qu'est-ce que, » balbutia-t-elle. Élodie se leva. « C'est simple. On sait. Et maintenant, vous savez qu'on sait. » Silence. Personne ne cria. Personne ne pleura. Pas encore. Mais le choc dans les regards, lui, était total. Le silence, d'abord glacé, se transforma en un poids insupportable. On aurait dit qu'il s'étendait sur chaque meuble, chaque recoin de la maison. Julien et Camille étaient assis l'un à côté de l'autre sur le vieux canapé, figés, tandis qu'Élodie et Marc se tenaient debout face à eux, comme deux juges à l'allure trop calme pour que la sentence ne soit pas redoutable. « Alors c'est vrai, » murmura Camille, la voix à peine plus forte qu'un souffle. « Tu as tout ru ?» Marc hocha lentement la tête. Il posa sur la table basse l'enveloppe brune qu'il avait tenue contre lui depuis le début. D'un geste lent, il l'ouvrit et en sortit quelques feuilles. « Je vais éviter de vous faire la lecture, mais si jamais vous avez besoin de rafraîchir la mémoire, voici vos plus beaux poèmes modernes. J'ai encore ton goût sur les lèvres, tu es ma bouffée d'oxygène, rien n'a jamais été aussi simple qu'avec toi. » Julien détourna les yeux. Camille se recroquevilla un peu plus sur elle-même. Élodie, elle, était d'un calme troublant. Elle n'avait presque pas prononcé un mot depuis que leurs invités involontaires étaient entrés. « Et donc ?» lança-t-elle finalement. « C'est votre version de la liberté ?» Julien releva la tête. Ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Elle éclata d'un rire bref, sec. « Ah, je te rassure. Moi non plus, je n'avais pas prévu de t'accueillir avec ta maîtresse dans notre maison de vacances. Mais tu vois, la vie est pleine de surprises. » Camille prit une inspiration plus profonde, ses mains serrées l'une contre l'autre. « Je comprends que vous soyez blessés. Mais, Julien et moi, ce n'était pas prémédité. C'est quelque chose qui s'est imposé à nous. On s'est rencontrés, on a parlé, et on s'est compris. » Marc haussa un sourcil. « Se comprendre, c'est ça le nouveau mot pour se mentir ensemble ?» Julien intervint. « C'est facile de nous accuser maintenant. Mais vous savez très bien que les choses n'étaient pas parfaites dans vos couples non plus. Élodie, tu étais toujours absente, préoccupée par ton travail. On vivait en colocation plus qu'en couple ces derniers temps. Et donc, tu t'es dit quoi? Que le problème, c'était moi. Que coucher avec une autre femme allait tout arranger. » Répondit-elle, le ton toujours calme, presque désabusé. « Tu n'as jamais eu le courage de me dire que tu étais malheureux. Tu as juste fui. » Camille se tourna vers Marc. « Tu n'étais plus présent non plus. Tu passais ton temps à ton agence, à faire des plans, à travailler jusqu'à pas d'heure. Je me sentais invisible. » Marc se pencha légèrement vers elle. « Et tu t'es dit que la meilleure manière de redevenir visible, c'était de disparaître complètement ?» Un silence épais suivit. Chacun semblait à bout d'arguments. Les regards étaient fuyants, la tension palpable. Élodie s'approcha de la table, prit la bouteille de vin posée là, celle qu'ils avaient disposée volontairement, ironiquement. Elle la déboucha, remplit 4 verres. « Puisque vous êtes venus jusqu'ici pour boire et faire comme si tout allait bien, autant jouer le jeu jusqu'au bout, non ?» dit-elle en posant les verres devant chacun. Aucun des deux amants n'osa toucher au sien. Marc brisa le silence. « Vous savez ce qu'on vous propose? Rien d'illégal. Ni même de cruel. On ne va pas vous chasser d'ici. On ne va pas crier. On vous propose de rester. » Camille fronça les sourcils. « Rester? Pourquoi faire? » « Pour réfléchir, » répondit Élodie. « Pour que vous voyiez ce que vous avez détruit. Et peut-être, si vous êtes capable de cela, pour nous dire la vérité. Toute la vérité. » Julien secoua la tête, incrédule. « Vous voulez vraiment passer la nuit tous ensemble, ici? C'est absurde. » Et pourtant, murmura Marc, ça me semble être la première chose logique qu'on ait faite depuis longtemps. La nuit tomba lentement sur Puerto Azul. L'air devenait plus frais. La mer faisait entendre ses respirations lentes et puissantes à travers les fenêtres entr'ouvertes. Ils avaient préparé les chambres comme s'ils étaient invités dans leur propre cauchemar,
Élodie dans l'ancienne chambre principale, Marc dans la petite chambre côté cour. Camille et Julien acceptèrent finalement de dormir dans le grenier aménagé. Un espace qu'ils connaissaient bien. Tout était étrange. Silencieux, suspendu. À minuit passé, Élodie descendit à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Elle trouva Marc déjà là, adossé au plan de travail, les bras croisés. Impossible de dormir? Elle hocha la tête. Le silence est trop bruyant. Je comprends. Elle se servit un verre et s'assit. Tu sais ce qui m'ennuie le plus? Murmura-t-elle. C'est de me rendre compte que j'avais déjà toutes les réponses depuis longtemps. J'ai juste refusé de les écouter. Moi aussi. Ils se regardèrent un instant, sans mots, seulement une complicité muette entre deux cœurs cabossés. Puis Marc posa une question, doucement. Tu crois que c'est possible de reconstruire quelque chose après ça? Oui, dit-elle. Mais pas avec eux. Dans la chambre du haut, Julien et Camille étaient allongés, dos à dos. Tu crois qu'ils vont divorcer? Demanda-t-elle à voix basse. Julien haussa les épaules. J'en sais rien. Peut-être. Et nous? Un silence. Camille ne répondit pas. Tu veux vraiment de moi, Camille? Ou c'était juste une parenthèse? Elle inspira, puis répondit. Je ne sais plus. Vers 4 heures du matin, Marc se réveilla en entendant un léger cliquetis. Il se leva sans bruit, traversa le couloir jusqu'au balcon. Là, dans la pénombre, il aperçut Camille, en robe de nuit, le téléphone collé à l'oreille. Elle parlait à voix basse, nerveuse. Il capta juste une phrase. Je te rappelle demain. Je n'ai pas pu lui dire encore. Il y a trop de monde ici. Marc recula doucement, le cœur battant. À qui tu parlais, Camille? Elle sursauta, se retourna, pâle comme un linge. Personne. C'était une amie. Tu mens encore, dit-il. Même ici, même après tout ça. Camille ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient. Elle tourna la tête vers la mer, incapable de le regarder en face. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une maison remplie d'ombre. Marc prépara du café. Élodie arrosa les plantes du balcon, comme si rien n'avait changé. Julien descendit le visage fermé. Camille arriva la dernière, les yeux bouffis. Personne ne parla pendant le petit déjeuner. Puis Élodie posa calmement sa tasse et regarda Julien. Je te laisse jusqu'à demain pour faire tes valises. À partir de lundi, je te demande de quitter notre appartement. Tu recevras les papiers dans la semaine. Julien hocha la tête. Il n'essaya pas de la retenir. Camille, elle, osa regarder Marc. Et toi? Il sourit tristement. Tu m'as menti. Tu continues à mentir. Et moi, je commence à respirer sans toi. Je crois que c'est ça, la réponse. Le lundi suivant, la mer s'était couverte d'une brume pâle, comme si même elle hésitait à révéler ce que la semaine allait apporter. Julien avait quitté l'appartement comme prévu. Pas un mot de plus. Pas un regard en arrière. Élodie, elle, était restée silencieuse, concentrée sur chaque détail du départ, vérifier que tous ses effets personnels soient bien emportés, que les doubles de clés soient laissés sur la console. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié non plus. Mais cette nuit-là, dans le calme pesant de son appartement désormais trop vide, elle s'était assise sur le sol du salon, en tailleur, une couverture autour des épaules, et elle avait simplement respiré. Longtemps. Comme si elle s'autorisait enfin à exister sans être surveillée. Marc, de son côté, avait repris le chemin de son agence à Bordeaux, mais l'air absent. Chaque geste lui demandait une concentration étrange. Il dessinait sans voir, répondait mais mécaniquement. Camille était restée dans leur maison de campagne, prétextant avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis la scène sur le balcon. Il aurait dû être soulagé, libéré. Mais au fond de lui, une question le hantait. À qui parlait-elle cette nuit-là? Et pourquoi cette voix dans sa tête lui soufflait-elle que Camille lui cachait encore bien plus qu'une liaison? 3 semaines passèrent. Un après-midi, alors qu'Élodie finissait un appel client, son téléphone vibra. Un message. Marquès, j'ai besoin de te parler. En personne. Tu es libre ce week-end? Elle fixa l'écran quelques secondes. Depuis leur nuit à la Maison Bleue, ils s'étaient échangé quelques messages, polis, discrets, jamais intimes. Mais ce ton-là,
C'était autre chose. Elle tapa. Oui. Viens à la boutique samedi à 11 heures. J'y serai seule. Samedi arriva. Le vent s'était levé sur la ville, soulevant les feuilles mortes dans les ruelles de Saint-Sébastien. Élodie ouvrit sa boutique plus tôt que d'habitude. Un peu nerveuse. Elle n'avait pas mis de robe chic ni de parfum trop marqué. Mais elle s'était maquillée légèrement. Elle se le permit sans se l'avouer. À 11 heures précises, Marc poussa la porte vitrée. Veste bleu nuit, barbe légèrement taillée, regard fatigué mais sincère. « Salut », dit-il doucement. « Salut. Entre. » Il s'installa au petit coin salon de la boutique, près des étagères d'huiles essentielles. Elle lui tendit une infusion chaude, parfumée au gingembre et à la lavande. « Tu sembles tendu », dit-elle. « Parce que je viens de faire une découverte. Et je ne sais pas quoi en faire. » Elle s'assit en face. « Dis-moi. » Il sortit un petit dossier beige de son sac. L'ouvrit. À l'intérieur, des relevés bancaires, des copies de factures, une capture d'écran d'un transfert étrange. Camille a menti sur bien plus de choses. Notamment, sur l'argent. Élodie fronça les sourcils. « Tu veux dire ? Il y a quelques mois, elle m'a dit qu'elle faisait un don régulier à une association pour jeunes femmes en difficulté. J'ai trouvé ça généreux. Mais cette semaine, en triant des documents pour notre séparation, j'ai vu que ces virements allaient vers un compte personnel, au nom de... » Il marqua une pause. « D'une jeune femme nommée Alizée Bréval. Tu la connais ? Non. Et devine quoi ? Elle vit à Marseille. Je suis allée sur son profil. Elle a 22 ans. Et devine qui commente ses photos avec des cœurs depuis des mois ? Élodie se figea. Camille. Il acquiesça. Je pense qu'elle a une double vie. Peut-être plus que ça. Le lundi suivant, la mer s'était couverte d'une brume pâle, comme si même elle hésitait à révéler ce que la semaine allait apporter. Julien avait quitté l'appartement comme prévu. Pas un mot de plus. Pas un regard en arrière. Élodie, elle, était restée silencieuse, concentrée sur chaque détail du départ, vérifier que tous ses effets personnels soient bien emportés, que les doubles de clés soient laissés sur la console. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié non plus. Mais cette nuit-là, dans le calme pesant de son appartement désormais trop vide, elle s'était assise sur le sol du salon, en tailleur, une couverture autour des épaules, et elle avait simplement respiré. Longtemps. Comme si elle s'autorisait enfin à exister sans être surveillée. Marc, de son côté, avait repris le chemin de son agence à Bordeaux, mais l'air absent. Chaque geste lui demandait une concentration étrange. Il dessinait sans voir, répondait mais mécaniquement. Camille était restée dans leur maison de campagne, prétextant avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis la scène sur le balcon. Il aurait dû être soulagé, libéré. Mais au fond de lui, une question le hantait. À qui parlait-elle cette nuit-là ? Et pourquoi cette voix dans sa tête lui soufflait-elle que Camille lui cachait encore bien plus qu'une liaison ? 3 semaines passèrent. Un après-midi, alors qu'Élodie finissait un appel client, son téléphone vibra. Un message. Marquès, j'ai besoin de te parler. En personne. Tu es libre ce week-end ? Elle tapa. Oui. Viens à la boutique samedi à 11 heures. J'y serai seule. Samedi, Marc arriva à l'heure. Il sortit un dossier, des documents, et raconta à Élodie ce qu'il avait découvert. Camille envoyait de l'argent régulièrement à une jeune femme de Marseille, Alizée Bréval, 22 ans. Il montra les captures d'écran, les virements, les commentaires affectueux sous les photos. « Tu penses qu'elle était amoureuse ?» demanda Élodie. « Je pense surtout qu'elle menait une double vie. Et que je n'étais qu'un des rôles dans son théâtre privé. Tu comptes lui parler ? Oui. Mais pas maintenant. J'ai quelque chose d'autre à faire avant. » Elle leva les yeux, interrogative. « Je suis venue aussi pour toi. » Il plongea son regard dans le sien. Pas séducteur. Pas calculateur. Juste présent. Tu m'as sauvé d'une illusion. Je voulais que tu le saches. Le soir même, Élodie reçut un appel inattendu.
Un numéro inconnu. Allô? Salut, Sébastien. Elle resta muette quelques secondes. Bastien? Oui. Je sais, ça fait longtemps. Je suis de retour en ville pour un projet, et j'ai vu que tu avais ouvert une boutique. Félicitations. Bastien. Son ex de jeunesse. Celui qu'elle avait aimé passionnément, mais quitté à cause de leur incompatibilité professionnelle à l'époque. Il n'avait jamais voulu s'installer. Elle, si. Merci, ça me surprend de t'entendre. Je voulais juste te dire bonjour. Peut-être prendre un café? Elle hésita. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je comprends. Mais si jamais, je suis là. Elle raccrocha, troublée. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou le destin qui testait ses limites? Le lendemain, Marc se rendit à la maison de campagne. Il avait besoin de réponses. Camille l'attendait, vêtue sobrement, les yeux cernés. « Tu savais que je viendrais ?» demanda-t-il en entrant. « Je l'espérais. Alors explique-moi. » Alizé. L'argent. Les commentaires. Elle se leva. Se posta près de la fenêtre. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que je dois croire, parce que moi, je ne comprends plus rien. » Elle prit une longue inspiration. Alizé est ma demi-sœur. Mais personne ne le sait. Pas même elle. Ma mère a eu une liaison quand j'étais petite. J'ai retrouvé sa trace. Elle est perdue. J'ai voulu l'aider, sans lui révéler qui j'étais. Marc la regardait, figé. Et tu lui dis je t'aime. Tu me manques? Je n'ai pas su comment lui parler autrement. Elle pense que je suis une amie plus âgée. Rien de plus. Mais alors pourquoi ce mensonge sur les dons? Camille secoua la tête, en larmes. Parce que je savais que tu ne comprendrais pas. Parce que je savais que j'avais déjà tout gâché avec Julien. Et je ne voulais pas te perdre aussi. Il recula, abattu. Tu ne me perds pas, Camille. Tu m'as déjà perdu. Cette nuit-là, Marc écrivit une lettre. Une vraie. À l'ancienne. Élodie. Ce que j'ai entendu aujourd'hui me fait mal. Mais pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas la cause de tout. Camille avait ses propres fractures, bien avant moi. Toi, tu es la seule personne qui n'a rien voulu cacher. Je ne sais pas où cette histoire nous mène, mais je sais que si je dois tout reconstruire, j'aimerais que tu sois là. Marc? Il ne l'envoya pas. Pas encore. Le lundi matin, alors qu'Élodie ouvrait la boutique, une enveloppe blanche l'attendait sur le seuil. Aucune adresse. Juste son prénom. À l'intérieur, une photo. Elle et Marc, assis dans la boutique, parlant autour d'une tisane. La photo avait été prise à travers la vitrine, visiblement à son insu. Au dos, une phrase manuscrite. « Tu crois vraiment que tu peux recommencer? Attention à ce que tu réveilles. » Élodie sentit le sang quitter ses joues. Ce n'était pas juste une rupture à gérer désormais. Quelqu'un veillait. Quelqu'un observait. Et elle ne savait pas encore qui. Le petit papier était resté posé sur la table, à côté de la photo. Élodie ne l'avait pas encore jeté. Elle avait d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Puis elle avait vérifié les caméras de surveillance de la rue. Mais bien sûr, il n'y en avait aucune orientée vers sa boutique. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Juste une enveloppe glissée sous la porte, avec son prénom écrit en majuscule. Et cette phrase. « Tu crois vraiment que tu peux recommencer? Attention à ce que tu réveilles. » Une menace? Une mise en garde? Une jalousie? Elle n'en avait parlé à personne. Pas même à Marc. Mais elle n'arrivait plus à marcher jusqu'à la boutique sans regarder derrière elle. Son reflet dans les vitrines lui paraissait parfois observé. Comme si quelqu'un marchait à 2 pas, dans l'ombre. Elle vérifiait 2 fois la serrure, baissait les stores plus tôt, changeait de chemin pour rentrer chez elle. Tout cela sans en faire une obsession. Mais elle savait. Quelqu'un savait pour elle et Marc. Marc, lui, avait aussi reçu un message, quelques jours plus tard. Un simple email anonyme, envoyé depuis une adresse obscure. Tu crois que tu la rends heureuse? Tu la détruis lentement. Comme Camille. Tu verras.
Pas de signature. Aucun détail. Et pourtant, l'effet fut le même. Un froid dans la colonne vertébrale. Une colère aussi. Parce que Marc en avait assez d'être manipulé par des fantômes. Il pensa à Camille. Était-ce elle? Ce n'était pas impossible. Elle avait toujours su jouer sur plusieurs tableaux. Mais elle n'était pas la seule à connaître ses failles. Il n'en parla pas à Élodie. Pas tout de suite. Il voulait d'abord en avoir le cœur net. Un soir, Marc attendit Camille à la sortie d'un café où elle travaillait sur un nouveau projet associatif. Camille. Faut qu'on parle. Elle leva les yeux au ciel. Tu veux encore me faire la leçon? Non. Je veux savoir si tu m'espionnes. Elle écarquilla les yeux, presque choquée. Quoi? J'ai reçu un message anonyme. Et Élodie aussi. Des phrases menaçantes. Des photos. Et toi? Tu es la seule à connaître certaines choses sur nous. Elle croisa les bras. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas malade, Marc. Il la fixa un instant. Justement. Tu es peut-être plus fragile que tu ne veux le croire. Tu veux que je dise quoi? Que je me suis inventé une demi-sœur. Que j'ai suivi Élodie dans la rue avec un appareil photo. Je veux juste savoir si je suis libre de vivre ma vie. Ou si je dois commencer à me méfier de tout le monde. Elle s'approcha, plus proche qu'il ne s'y attendait. Tu sais quoi? Vis ta vie. Mais n'oublie pas. Parfois, les gens qu'on croit connaître sont ceux qui nous font tomber. Et elle tourna les talons. Marc resta figé. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. Mais venait-il vraiment d'elle? Ou de quelqu'un d'autre? De son côté, Élodie tenta de continuer comme si de rien n'était. Elle relança sa marque, accepta des invitations à des salons de beauté, sortit boire des verres avec une amie de longue date, Maya, qui ne cessait de lui répéter. T'as besoin de t'amuser un peu, Élodie. Pas de te méfier de chaque ombre derrière toi. Mais elle n'y arrivait pas. Pas vraiment. Et puis, un soir, en rentrant chez elle, elle trouva un petit bouquet de pivoine posé devant sa porte. Aucune carte. Aucune trace de livraison. Elle n'en parlait jamais, mais les pivoines étaient ses fleurs préférées. Personne ne pouvait le savoir. Sauf Julien. Et soudain, une idée germa dans son esprit. Et si c'était lui? Le petit papier était resté posé sur la table, à côté de la photo. Élodie ne l'avait pas encore jeté. Elle l'avait lu et relu, sans jamais réussir à en comprendre le ton exact. Était-ce une menace déguisée? Une jalousie amère? Une mise en garde? L'écriture était nette, presque soignée. Et pourtant, ces mots vibraient d'une noirceur silencieuse. Tu crois vraiment que tu peux recommencer? Attention à ce que tu réveilles. Elle avait toujours été rationnelle, terre à terre. Mais depuis la trahison de Julien, une part d'elle s'était fissurée. Celle qui croyait que le monde obéissait à des lois justes. À présent, elle n'écartait aucune possibilité. Le fait qu'elle soit prise en photo, à travers la vitrine de sa boutique, sans le savoir, ajoutait une couche d'inquiétude. Ce n'était pas un simple message. C'était un regard intrusif, calculé. Un regard d'obsession. Mais qui aurait pu vouloir lui faire peur? Elle pensa à Camille, puis à Julien, puis à Bastien. Et cette dernière hypothèse, étrangement, lui noua l'estomac. Marc, de son côté, n'avait pas reçu de photo, mais un mail anonyme. Le message était court, mais glaçant. Tu crois que tu la rends heureuse? Tu la détruis lentement. Comme Camille. Tu verras. Pas de nom. Pas de signature. Juste cette menace feutrée, presque sourde. Et le doute. Marc avait longtemps pensé que Camille était la seule à pouvoir manipuler les gens avec grâce. Mais ce message, il avait une autre odeur. Celle de la rancune pure. De la jalousie laissée trop longtemps à fermenter. Il n'en parla pas à Élodie. Pas encore. Il voulait d'abord comprendre ce qu'il affrontait. Et qui? Quelques jours plus tard, Élodie trouva un bouquet de pivoine rose devant sa porte. Aucune carte. Aucune trace de livraison. Elle n'avait jamais dit à personne que c'était ses fleurs préférées. C'était un secret doux qu'elle gardait depuis l'enfance, hérité de sa grand-mère. Personne ne pouvait le savoir. Sauf Julien. Elle hésita longtemps avant de l'appeler.
Mais elle le fit. C'est toi qui m'as envoyé ces fleurs? Il marqua une pause. Tu as aimé? Ce n'est pas la question. Alors oui. C'était moi. Je pensais que tu comprendrais que je pense encore à toi. Elle ferma les yeux. Et la lettre? La photo? Tu veux me faire peur, c'est ça? Quelle lettre? De quoi tu parles? Ne joue pas à ça. Élodie, je t'ai trahi. Mais je ne suis pas un malade. Si tu reçois des choses étranges, ce n'est pas moi. Elle raccrocha. Elle n'avait rien cru. Mais pas tout rejeté non plus. De son côté, Marc menait sa propre enquête. Il fouilla dans les anciens dossiers de Camille, notamment ceux liés à son projet associatif. Et là, un nom attira son attention, Lucas Darnay, ancien stagiaire. Il avait été renvoyé il y a 1 an pour comportement déplacé et intrusion personnelle. Il chercha Lucas sur les réseaux sociaux. Trouva un profil. Public. Très public. Des posts flous, mais certains faisaient allusion à la manipulation, à l'observation, au mensonge des femmes de façade. Et l'un des derniers messages disait « Vous m'avez effacé, mais moi je vous ai bien regardé. Et j'ai vu ce que vous cachez derrière vos peaux parfaites. » Marc frissonna. Élodie, de son côté, accepta finalement un café avec Bastien. Il était plus mûr qu'avant, un peu plus posé. Mais toujours charmeur. « Tu es encore plus belle qu'avant, » dit-il en souriant. « Et toi toujours aussi direct. Je ne vais pas faire semblant. Te perdre a été une de mes plus grandes erreurs. » Elle sourit poliment, mais resta sur ses gardes. « On change, Bastien. Ce qu'on voulait à 25 ans ne suffit plus à 35. Et Marc? Il t'offre ce que tu veux aujourd'hui? » Elle haussa un sourcil. « Je ne t'en ai pas parlé. Tu n'as pas besoin. On le voit. Il te regarde comme quelqu'un qui pense t'avoir mérité. Ça m'énerve, mais je le comprends. Tu m'as suivi? » Il rit. « Tu sais comment ça marche aujourd'hui. Les réseaux, les contacts en commun. On devine tout sans rien dire. » Elle se leva. « On ne se reverra plus, Bastien. Je ne suis pas en train de recommencer avec toi. Je suis en train d'apprendre à vivre sans peur. » Le soir même, en rentrant, elle trouva une deuxième lettre. Cette fois, une enveloppe noire. À l'intérieur, une photo. Elle et Marc. Dans la Maison Bleue. Assis sur le canapé, face à la porte, lors de la fameuse confrontation. La photo avait été prise de l'intérieur. Depuis la fenêtre, en retrait. Au dos, 3 mots écrits à la main. Vous n'étiez pas seul. Le choc la figea. Elle appela Marc. Viens. Maintenant. Je ne veux pas te dire ça par téléphone. Quand il arriva, elle lui tendit la photo. Il pâlit. Tu savais? Demanda-t-elle. Non. Et toi? Tu penses que c'était Camille? Il secoua la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui nous connaît trop bien. Quelqu'un qui était déjà là. Ils restèrent en silence un long moment. Puis Marc dit. Je ne veux pas que ça nous sépare, Élodie. Elle le regarda. Moi non plus. Mais une chose était sûre, il n'était plus seul. Et la vérité venait de prendre une nouvelle dimension. Le lendemain de la découverte de la photo, le temps avait changé. Une pluie fine s'était installée sur Saint-Sébastien, comme si le ciel lui-même refusait de rester silencieux. Élodie n'avait presque pas dormi. Marc non plus. Ils avaient décidé de rester discrets. Ne rien dire aux autorités, pas encore. Pas sans savoir. Pas sans comprendre qui les suivait et pourquoi. Tu crois qu'on est parano? Demanda Élodie en fixant la vitre embuée de sa cuisine. Marc secoua la tête, la mâchoire tendue. Non. Quelqu'un veut qu'on ait peur. Et il est bon à ce jeu-là. Elle soupira. Tu penses à Lucas? Il est instable. Il a déjà eu des problèmes. Et surtout, il connaît Camille. Et par extension, il peut t'avoir repéré aussi. Elle frissonna. Mais ce regard dans la photo, on dirait quelqu'un qui nous connaît trop. Quelqu'un qui a été dans la maison, avant ou après nous. Marc s'approcha. On va y retourner. À la Maison Bleue? Oui. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu. 2 jours plus tard, ils arrivèrent à Puerto Azul. La Maison Bleue paraissait inchangée. Calme. Inoffensive. Mais ils savaient que l'innocence des lieux était une façade.
Élodie ouvrit la porte lentement. Une odeur d'humidité et de bois flottait les accueillit. Le parquet craquait sous leurs pas. Le silence les enveloppait. Marc monta directement au grenier, là où Julien et Camille avaient dormi. Élodie, elle, resta en bas. Elle observa chaque détail. Le fauteuil. Les rideaux. Le vieux tapis sous la table basse. Et c'est là qu'elle le vit. Une petite vis dévissée sous le coin du tapis, au niveau d'une latte du plancher. Curieuse, elle s'agenouilla. Souleva doucement la latte. Un cliquetis. Puis, une enveloppe. Jaunie. Froissée. Cachée là depuis des semaines. Peut-être des mois. Elle la sortit, les doigts tremblants. L'ouvrit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Camille. Et une jeune fille. Brune. Souriante. Une note au dos. On ne cache jamais longtemps ce qu'on a aimé pour de vrai. Élodie appela Marc. Il descendit en courant. Regarde. Il pâlit. C'est Alizée. Tu es sûr? Oui. Camille m'a montré une photo d'elle, enfin, de sa demi-sœur. C'est elle. Tu penses qu'elle était ici? Marc acquiesça lentement. Ou alors, et quelqu'un voulait qu'on pense qu'elle l'était. De retour à Saint-Sébastien, Marc tenta de contacter Alizée via les réseaux. Elle ne répondit pas. Son profil avait disparu. Supprimé. Effacé. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Tu crois qu'elle était un leurre? Demanda Élodie, un soir. Ou une victime collatérale, répondit Marc. Ils se regardèrent. Et si Camille mentait depuis le début? Souffla-t-elle. Je pense que Camille ne sait plus elle-même où s'arrêtent ses mensonges. Pendant ce temps, Camille, elle, continuait de vivre dans l'ombre. Après plusieurs messages ignorés, elle finit par répondre à Marc. Tu veux la vérité? Alors viens me voir. Mais seule. Et sans ta nouvelle petite princesse. Camille. Il montra le message à Élodie. Je n'aime pas le ton, dit-elle. Moi non plus. Mais je dois savoir. Alors vas-y. Mais promets-moi de faire attention. Promis. Marc retrouva Camille dans un ancien café à moitié vide, à Bordeaux. Elle portait des lunettes de soleil. En plein intérieur. Tu veux la vérité? Dit-elle en retirant ses verres. Ses yeux étaient cernés, rouges. J'y compte bien. Elle soupira. Alizée n'était pas ma sœur. C'était ma protégée. Ma faiblesse. Je l'ai aidée, oui. Mais je l'ai aussi utilisée. J'ai vu en elle ce que j'aurais pu être à 20 ans, libre, insouciante. Je lui ai tout donné, de l'argent, des conseils, un appartement. Et un jour, elle est partie. Pourquoi tu as menti? Parce que je ne voulais pas que tu saches. Que j'avais perdu le contrôle. Que je m'étais attachée à une illusion. Elle le regarda. Et puis tu es parti, toi aussi. Et lui, Julien, est devenu un substitut. Pas un amour. Une punition que je me suis infligée. Marc resta muet. Ce qu'elle disait était honnête. Brutal. Mais ça ne réparait rien. Quelqu'un nous observe, dit-il. Tu le sais, Camille? Quelqu'un prend des photos. Nous suit. Elle pâlit. Lucas? Peut-être. Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui était dans la Maison Bleue. Elle blêmit. Je croyais être seule quand j'y allais. Mais, et parfois, j'avais cette sensation. D'être vue. Marc se leva. Tu devrais faire attention, Camille. Et toi? Tu es heureux? Avec elle? Il réfléchit. Je suis libre. C'est déjà énorme. Le mot était collé à l'intérieur de la vitrine fendue de la boutique. 3 lettres tracées en majuscules, noires, épaisses. Il n'y avait rien d'autre. Aucun dégât, à part la vitre brisée par un projectile léger, une pierre, peut-être. Aucun vol. Pas de vandalisme. Juste ce message. Élodie resta figée en lisant le mot. Ce n'était plus une menace abstraite. C'était un acte. Un avertissement clair. Elle respira profondément, refusa d'appeler la police. Pas encore. Elle enleva le mot, balaya les éclats, ferma la boutique plus tôt. Puis elle appela Marc. Il répondit immédiatement. Je viens. Assis dans le salon d'Élodie, il relisait encore la photo trouvée dans la Maison Bleue. Celle prise depuis l'intérieur. Puis la lettre avec le journal intime qu'Élodie avait reçu 2 jours plus tôt.
Quelqu'un savait trop de choses. Des choses qu'il n'avait jamais dites. Jamais montrées. Il faut que ça s'arrête, murmura-t-elle. Je vais voir Lucas demain matin, répondit Marc. Je suis sûr qu'il est lié à tout ça. Et s'il ne l'est pas, il sait qui tire les ficelles. Elle posa sa main sur la sienne. Promets-moi d'être prudent. Il hocha la tête. Et toi? Tu dors ici ce soir? Elle sourit faiblement. Je crois que je ne dormirai nulle part, de toute façon. Le lendemain, Marc prit la voiture pour une petite ville en périphérie de Bordeaux. Lucas Darnay y vivait toujours, dans un studio qu'il avait hérité de sa tante. L'endroit était sinistre, les volets toujours fermés. Lucas ouvrit après plusieurs minutes. Cheveux en bataille, yeux rouges, odeur d'encens épais. Marc solaire. L'architecte déçu. Qu'est-ce que tu veux? Savoir pourquoi tu t'intéresses à ma vie. Et à celle d'Élodie. Lucas sourit, malsain. Peut-être parce que je déteste les hypocrites. Les gens qui prétendent reconstruire alors qu'ils ne font que déplacer les ruines. Marc garda son calme. Tu veux me parler de Camille? De ce qu'elle t'a fait? Lucas ricana. Camille n'est rien. Une actrice qui joue à la mère bienveillante alors qu'elle ne sait même pas garder un secret. Tu veux la vérité? Elle n'a jamais su qui j'étais. Tu veux dire? Lucas se redressa. Son regard changea. Camille est ma sœur. Elle ne le sait pas. Mon père a eu 2 familles. J'étais l'enfant qu'on n'a pas voulu. Le fantôme dans le placard. Et je l'ai regardé grandir, réussir, séduire, trahir. Et je l'ai laissé croire qu'elle était seule au monde. Marc resta sans voix. Tu as fait tout ça pour la blesser? Non. Je l'ai fait pour qu'elle voie. Qu'elle sache. Qu'elle sente ce que c'est que d'être observée sans qu'on vous voie. Et Élodie? Lucas le fixa. Longuement. Elle s'est mise sur mon chemin. Et toi aussi. Vous méritez de voir ce que ça fait d'être déshabillé sans être touché. Marc se leva, esséuré. Tu devrais consulter, Lucas. Trop tard. J'ai consulté trop longtemps. Maintenant, je suis libre. Marc appela Élodie en sortant du studio. C'est lui. C'est Lucas. Il a tout orchestré. Il se venge de Camille, en nous utilisant. Et maintenant? Maintenant, on le confronte. Ensemble. Mais ce soir-là, avant qu'ils puissent se revoir, Élodie reçut un appel inconnu. Une voix modifiée, froide. Tu crois que tu peux tourner la page? Elle ne sera jamais propre. Puis un rire étouffé. Et la ligne coupa. Elle resta figée. Ses jambes tremblaient. Mais elle n'eut pas le temps de réagir. On frappa à sa porte. Elle ouvrit. C'était Camille. Essoufflée. Les yeux rouges. Les mains pleines de griffures. Il m'a attaqué, murmura-t-elle. Il a essayé d'entrer chez moi. Lucas. Il sait maintenant. Il sait tout. Élodie l'aida à entrer. Lui servit un verre d'eau. Appela Marc. Il faut qu'on se voie tous les 3. Maintenant. Lucas est passé à l'acte. 1 heure plus tard, ils étaient réunis chez Élodie. Camille, assise sur le canapé, raconta tout. Son père volage, le fils illégitime, le silence de sa mère. Puis Lucas. Leur lien secret. L'amertume de toute une vie cachée. Je l'ai croisé 2 fois, sans savoir qui il était. Et lui, il m'a vu. Il a vu la version parfaite. Il a cru que j'étais responsable de tout. Marc croisa les bras. Et maintenant? Tu veux qu'on te protège? Non. Je veux réparer. Aider à finir ce que j'ai commencé astérisque. Silence. Puis Élodie dit doucement. Alors aide-nous à mettre fin à cette histoire. Pour de bon. Ils retournent à la Maison Bleue, ensemble. Élodie, Marc, et Camille. Pour affronter Lucas. Pour l'attirer une dernière fois. Pour mettre un terme à l'ombre qui les suit. Et dans la dernière scène de cette partie, Lucas entre. La maison est vide. Une lettre est posée sur la table. Une phrase. Tu nous as tout volé. Mais tu ne peux pas nous empêcher de recommencer. Nous sommes déjà ailleurs. La Maison Bleue. Elle était silencieuse. Le ciel était chargé, l'air lourd. La mère semblait attendre elle aussi. Élodie se tenait au centre du salon. Marc à sa gauche. Camille à sa droite. Leur visage était calme. Résolu. La lettre était posée sur la table. La caméra, discrètement installée, pointait vers la porte. Tout était prêt. Leur plan était simple, laisser Lucas entrer. Le confronter. Et enregistrer tout. Ils n'avaient pas prévenu la police. Pas encore.
Il voulait d'abord une preuve. Une vérité filmée. Une libération. 17h49. Une voiture s'arrêta devant la maison. Lucas sortit. Veste sombre, sac en bandoulière. Il entra, lentement. La porte n'était pas verrouillée. Il s'avança. Son regard balaya la pièce. Puis il vit la lettre. Il s'en approcha. La lut. Tu nous as tout volé. Mais tu ne peux pas nous empêcher de recommencer. Nous sommes déjà ailleurs. Il sourit. Ironique. Puis, mensonge. C'est alors qu'ils sortirent de la cuisine. Camille, la première. Bonjour, Lucas. Il sursauta. Toi. Tu n'as pas le droit d'être là. Je suis chez moi. Marc s'approcha à son tour. Et tu n'es pas seul. Lucas recula. Vous me piégez? On t'écoute, dit Élodie calmement. Dis ce que tu veux vraiment. Lucas resta silencieux un moment. Puis éclata. Je veux que le monde sache. Que Camille est une menteuse. Qu'elle cache qui elle est. Que vous êtes tous des imposteurs. Tu veux dire, que tu souffres, répondit Camille, d'une voix étonnamment douce. Que tu n'as jamais été reconnu. Ni aimé. Et que tu crois que faire mal est une façon d'exister. Il se figea. Tu ne me connais pas. Mais je veux apprendre, dit-elle. Silence. Lucas tremblait. Puis, lentement, il laissa tomber son sac. Je ne voulais pas. Je voulais juste qu'on me voie. Marc s'approcha. Doucement. On te voit, Lucas. Et c'est pour ça que ça s'arrête ici. Une semaine plus tard. Lucas avait été arrêté. Grâce aux enregistrements, aux lettres, aux témoignages. Il n'avait opposé aucune résistance. Il avait même demandé de l'aide. La justice suivrait son cours. Le pardon, lui, prendrait plus de temps. Mais pour Élodie, ce fut comme retirer une seconde peau. Elle pouvait enfin respirer. Un mois plus tard. Le soleil baignait Puerto Azul d'une lumière douce. Élodie ouvrit les volets de la Maison Bleue. Elle venait d'y emménager. Pas pour fuir. Pas pour se cacher. Pour recommencer. Elle avait réaménagé les pièces. Changé les rideaux. Peint les murs. Il ne restait presque rien de l'ancien décor. Et pourtant, l'âme du lieu était intacte. Elle l'avait apprivoisé. Rebaptisé. La Maison Claire. Un symbole. De lumière retrouvée. Marc venait chaque week-end. Il ne s'était pas réinstallé dans sa vie comme un amant pressé. Il était là, simplement. Présent. Soutenant. Écoutant. Ils n'étaient pas encore un couple? Pas tout à fait. Mais ils étaient quelque chose de plus rare encore, deux cœurs qui n'avaient plus peur. Un matin, ils se retrouvèrent sur la terrasse. Le café fumait entre eux. « Tu sais ce que je ressens ici ?» demanda-t-il. « Dis-moi. » Le calme. Mais pas le genre qui endort. Celui qui fait naître. Elle sourit. « Moi aussi. » Il lui tendit une petite enveloppe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un plan d'architecture. Une esquisse. Une serre. Une pièce de verre et de bois, adossée à la maison. Entourée de fleurs locales. Un espace de lecture, de repos, de beauté simple. Tu voulais un lieu à toi. Voilà. Il t'attend. Elle leva les yeux, émue. Tu sais que je vais pleurer? Je compte là-dessus. Ils rirent. Et se turent. Quelques semaines plus tard. Une petite cérémonie fut organisée dans le jardin. Camille y était. Sobre. Discrète. Changée. Elle avait coupé ses cheveux, arrêté tout contact avec les médias. Elle suivait une thérapie. Elle s'approcha d'Élodie, timidement. Merci de ne pas m'avoir rayé du tableau. Tu t'es remise dedans toi-même. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Non. Je suis juste prête à ne plus me trahir moi-même. Elles échangèrent un regard. Pas de grandes excuses. Juste un accord silencieux. Et puis, un matin d'été, Élodie se réveilla plus tôt que d'habitude. Le vent entrait doucement par la fenêtre ouverte. La mer brillait. La maison était silencieuse. Vivante. Elle descendit, prépara du thé. S'installa dans la serre en construction, entourée de verdure. Son téléphone vibra. Un message de Marc. Je suis devant. J'ai amené des croissants. Et un nom pour notre serre. Elle rit doucement. Tapa. Dis-moi. Le refuge des âmes libres. Elle regarda autour d'elle. Et sut qu'il avait raison. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette histoire bouleversante, intense, tissée de douleurs, de vérités cachées, de blessures anciennes, mais aussi et surtout d'une renaissance inattendue. Quand l'amour cache des secrets au bord de la mer n'est pas seulement une fiction. Ce n'est pas qu'un simple scénario dramatique. C'est une représentation, une métaphore,
une parabole moderne de ce que nous vivons tous, à un moment ou un autre de notre vie. Les noms ont été changés, les visages sont imaginaires, mais les émotions, elles sont réelles. Elles nous parlent. Elles nous touchent. Qui n'a jamais ressenti cette sensation de trahison silencieuse? Qui ne s'est jamais retrouvé face à un miroir, à se demander si ce qu'on vit est vrai, ou si l'on s'accroche à un souvenir déjà mort? Qui n'a jamais regardé quelqu'un qu'il aimait, en comprenant que ce regard-là n'était plus le même qu'avant? Ce que Élodie, Marc, Camille et même Lucas ont traversé, c'est l'itinéraire intérieur de milliers de personnes. Peut-être le tien, cher lecteur, chère lectrice. Peut-être que toi aussi, en lisant cette histoire, tu t'es revu dans une scène. Tu as senti ton cœur se serrer dans une ligne de dialogue. Tu as pleuré à l'annonce d'un pardon, ou frissonné à l'évocation d'un silence brisé. Car ce que cette histoire nous enseigne, c'est avant tout que la douleur, aussi profonde soit-elle, n'est pas la fin. Que l'abandon, aussi cruel soit-il, n'a pas à nous définir. Que la trahison ne doit pas devenir une prison. Élodie était une femme forte, brillante, accomplie, mais enfermée dans une cage invisible, celle du doute, de la solitude, de l'amour déséquilibré. Elle a appris à sortir, non pas en claquant des portes, mais en les ouvrant vers elle-même. Marc, quant à lui, a dû déconstruire tout ce qu'il croyait être l'amour, il pensait aimer dans le confort, dans la stabilité, et il a découvert que l'amour vrai commence par la vérité, même brutale. Camille, figure complexe, parfois agaçante, parfois touchante, nous rappelle que les gens qui nous blessent portent eux aussi des blessures profondes. Et Lucas? Lucas incarne cette face obscure de l'humain, le besoin d'être vu, reconnu, aimé, quitte à faire mal, quitte à se perdre lui-même dans sa douleur non exprimée. Mais cette histoire est surtout une histoire de lumière. Car malgré les mensonges, malgré les manipulations, malgré les pertes et les nuits froides, une chose demeure, le choix. Le choix de pardonner. Le choix de continuer. Le choix de reconstruire. Et c'est cela, au fond, qui fait la beauté de cette histoire. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fin magique. C'est une fin humaine, vraie, fragile, mais lumineuse. Élodie n'a pas trouvé un prince charmant. Elle a trouvé sa paix. Marc n'a pas conquis une femme. Il a trouvé une alliée, une complice. Camille n'a pas effacé ses fautes. Elle a décidé de les affronter. Et toi? Que as-tu ressenti? Que as-tu appris? Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire. Raconte-nous ton ressenti. Partage ton expérience. Dis-nous ce que cette histoire t'a fait comprendre sur les relations, sur toi-même, sur les autres. Ici, c'est un espace de cœur, un espace de partage. Tu n'es pas seul. Chaque commentaire compte, chaque témoignage peut faire du bien à quelqu'un qui lit dans le silence. Et si tu veux d'autres histoires vraies, sincères, intenses, abonne-toi et active la cloche, il y en aura encore. Beaucoup. Mais je veux aussi, à ce moment précis, te parler d'un autre amour. Un amour qui dépasse tous les autres. Un amour que l'on ne trahit jamais, et qui, pourtant, nous est offert gratuitement, sans condition. Tu sais, dans cette histoire, Élodie a appris à se relever seule. Mais dans la vraie vie, on n'a pas toujours la force de se relever seul. On est souvent épuisé, à bout, vidé. Et c'est là qu'intervient l'amour de Dieu. Il existe un verset dans la Bible, un seul verset, qui résume tout le message du salut, toute la puissance de la grâce. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu sais ce que ça veut dire? Que malgré tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, tout ce que tu portes dans ton cœur, le rejet, la honte, la colère, la solitude, Dieu t'aime. Tel, que tu es. Sans maquillage. Sans masque. Il t'aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, Jésus-Christ, pour que toi, tu puisses vivre. Pas seulement respirer, mais vivre pleinement. Être libre. Être en paix. L'histoire d'Élodie est celle d'une femme qui a cru être aimée, et qui a découvert que l'amour sans vérité est un mensonge. Mais Dieu, lui, t'aime avec une vérité absolue. Il te connaît déjà. Il voit tes larmes. Il comprend tes silences. Et il ne te demande pas d'être parfait. Il te tend la main. Il dit, viens tel, que tu es. Laisse-moi te relever. Laisse-moi t'aimer. Jésus-Christ est venu sur terre pour porter nos fautes, pour nous offrir une nouvelle vie. Il est mort sur une croix, pour que toi, moi, chacun de nous, puisse être réconcilié avec Dieu. Et il est ressuscité. Il est vivant. Et il frappe à la porte de ton cœur.
Peut-être que tu es comme Élodie, assise dans une maison vide, à essayer de rassembler les morceaux. Peut-être que tu es comme Marc, fatigué de toujours porter les autres. Peut-être que tu es comme Camille, perdu dans tes contradictions. Ou peut-être même comme Lucas, en colère contre le monde entier. Mais quel que soit ton rôle, Dieu t'aime. Et il t'attend. Tu n'as rien à prouver. Il a déjà tout accompli. Il suffit de croire. De recevoir. De dire, avec ton cœur: Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, et je veux te suivre. Pardonne mes fautes. Fais-moi nouveau. Entre dans ma vie. Sois mon guide, mon abri, ma paix. Cette prière, si tu la dis sincèrement, avec foi, elle change tout. Elle ne rendra pas ta vie parfaite d'un coup. Mais elle te reliera au seul amour qui ne déçoit jamais. À un Père céleste qui t'accueille comme son enfant. À une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu veux savoir ce qu'est la vraie liberté? Ce n'est pas fuir la douleur. C'est avoir quelqu'un avec toi, dans la douleur. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors si tu ressens cet appel, ne repousse pas ce moment. Ne laisse pas l'orgueil, le doute ou la peur t'éloigner de ce que ton âme réclame depuis si longtemps. Dis oui. Reçois son amour. Laisse-toi aimer. Et si tu as pris cette décision aujourd'hui, écris-le en commentaire. Ou écris-nous en privé. Nous voulons t'accompagner, te guider, t'aider à grandir dans cette foi. Il y a une famille spirituelle qui t'attend. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas un hasard si tu as lu jusqu'ici. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il t'attendait. Et aujourd'hui, il t'ouvre les bras. Merci d'avoir vécu cette histoire avec nous. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci de permettre à la lumière d'entrer. Et n'oublie jamais, tu es aimé. Vraiment. Complètement. Pour toujours. Alors, abonne-toi, laisse un like, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et surtout, garde la foi. Parce que même après les plus longues nuits, il y a toujours un matin.